Bonjour, bienvenue à tous. On est très heureux de lancer ces visios dans le cadre de Môme à la page, un festival de littérature de jeunesse en Creuse. Donc cette année, Môme à la page existe depuis 2013. Cette année, vu les événements, on a décidé de faire une version numérique pour la première fois. On est ravis d'accueillir cet après-midi Alexandra Huard qui va nous présenter son travail. Alexandra est une toute jeune illustratrice qui est diplômée de l'école Émile Cole. Elle travaille à la fois pour la presse et l'édition jeunesse et elle a fait beaucoup d'albums qui nous plaisent beaucoup. C'est pour ça qu'on a choisi de l'inviter. Elle a aussi illustré des albums qui ont été écrits par des auteurs vraiment confirmés de littérature de jeunesse. Donc, ça nous intéresse de savoir un petit peu comment tout ça se passe. Alexandra, je vous laisse la parole pour vous présenter votre travail. Merci. Alors bonjour à tous. Donc oui, je m'appelle Alexandra Huard. Ça fait une dizaine d'années que je travaille pour l'édition jeunesse. En fait, à la sortie de mon école à Lyon, qui s'appelle l'école Émile Cole, qui est vraiment spécialisée dans l'apprentissage du dessin. J'ai eu mon diplôme en 2010 et depuis, mon activité principale, c'est vraiment d'illustrer des livres pour les enfants. Il m'arrive de faire d'autres commandes d'illustration à côté, des petites commandes comme des dessins de presse, des couvertures romans, des affiches, parfois même qui se rapprochent un peu de la publicité, des affiches ou du packaging, mais c'est vraiment une part toute petite de mon métier parce que la plupart de mon temps, c'est vraiment pour des livres pour enfants, c'est ce que je préfère. Le tout premier livre que j'ai illustré donc, en 2010, qui est sorti en 2011, il s'appelle La Chose. Il était écrit par Béatrice Fontanelle aux éditions Sarbacane. Je dois dire que ce premier livre, ça a été déterminant pour ensuite toute la suite, les 10 années qui ont suivi, parce que c'est un livre déjà qui a été repéré par les librairies jeunesse indépendantes qui l'ont bien soutenu et bien mis en avant. Moi, pendant mes études de dessin, j'étais un peu effrayée à l'idée de ne pas trouver de métier derrière, parce que quand on fait des études artistiques, notre entourage a tendance à trouver qu'on est un peu en décalage avec les réalités et qu'on risque fort d'être au chômage ensuite. Donc quand on est étudiant en art, on a un peu peur comme ça. Donc je m'étais convaincue d'accepter tous les projets qu'on me proposerait. Tant pis si l'histoire, elle ne m'emballe pas. Tant pis si le projet, c'est pas exactement ce que je veux faire. Je m'étais convaincue de tout accepter. Et au final, le premier texte qu'on m'a proposé, c'est un texte qui est complètement merveilleux, qui est drôle, qui est bien écrit. J'ai été ravie que ce soit de découvrir Béatrice Fontanelle de cette manière-là. Après, on a fait d'autres livres ensemble parce qu'on s'entend vraiment très bien et que j'aime sa façon d'écrire. Donc la chance a bien fait les choses. Et donc, ce premier livre, La Chose, m'a lancée pour ensuite enchaîner jusqu'à maintenant sans m'arrêter. J'avais continué avec un album toujours chez Sarbacane, écrit par Marcus Malt. Donc encore une fois, j'étais très gâtée. Marcus Malt qui est un auteur franchement confirmé, autant pour les adultes que pour les enfants. C'était un projet passionnant. Et depuis, il y a en tout, il me semble, 25 ou 26 albums, sans compter les livres plus petits, illustrés, par exemple les romans jeunesse, où il y a une illustration à chaque chapitre. Ça, c'est encore autre chose que j'aime beaucoup faire aussi. Que vous dire d'autre? Moi, ma particularité, on me le dit souvent, c'est ma façon de faire des ambiances colorées et de passer énormément de temps sur le décor, sur l'arrière-plan, sur l'atmosphère générale. Cette atmosphère et ces gammes colorées, je peux les avoir grâce à la peinture. Je travaille essentiellement à la gouache, avec des ajouts d'aquarelle selon les effets que je veux avoir. Donc surtout de la peinture. Il m'est arrivé pour quelques livres d'utiliser l'ordinateur, de faire une colorisation numérique. Et je dois avouer que ça ne m'a pas du tout plu. Je n'arrive pas à m'épanouir véritablement et à choisir mes gammes colorées sur ordinateur. C'est pas mon truc. Donc je suis rapidement revenue à la peinture pour ne plus jamais l'abandonner.
C'est une technique qui est très longue, chronophage, qui prend du temps, mais qui est vraiment agréable, qui m'a permis de coller au maximum à ce que j'imagine quand je lis les textes, à l'ambiance qui arrive dans ma tête quand je lis les histoires et les couleurs qui m'inspirent. Donc c'est vraiment avec ce médium-là que je m'épanouis le plus. Certains de mes livres sont pour des plus petits. Parfois, on me dit que je change un peu ma façon de faire les personnages, qui ne sont pas toujours stylisés de la même manière. C'est vrai qu'il y a certains livres qui sont pour les plus petits où j'ai tendance à avoir un graphisme plus éloigné de la réalité, avec des formes plus simples, des yeux bien ronds, des formes très expressives. Alors que quand je fais des livres pour les plus grands, je préfère me rapprocher d'un style un peu plus réaliste qui me permet vraiment de proposer un univers auquel on puisse adhérer, on puisse vraiment y croire. Donc ça, par exemple, celui-là, c'est la... Bon, mon image est un peu floue, apparemment, j'ai pas une bonne connexion. Donc vous pouvez voir que ces ambiances-là sont un peu plus réalistes. C'est un livre que j'avais illustré à partir d'un texte de Florent Kouazotti, qui est un écrivain béninois que j'aime beaucoup, et qui s'adressait plutôt à des grands enfants, plutôt entre 10 et 14 ans. Donc ça, c'est un peu une nouveauté des albums qui sont pour les plus grands. Avant, ça n'existait pas vraiment quand j'étais petite, mais pourquoi pas, vu qu'il n'y a pas de raison que les images soient que pour les petits. Moi, je prône ça, qu'on peut aussi apprécier des albums dessinés ou des illustrations même plus grandes. Donc, ça m'a beaucoup plu de faire ce livre-là pour les plus grands. Que dire d'autre? Ces derniers temps, j'ai fait un livre en collaboration avec l'Opéra de Paris. Le premier, c'était Le Lac des Cygnes, aux éditions Nathan. Et j'ai tellement aimé faire ce projet-là que je viens de terminer à l'instant un deuxième tome, plutôt un deuxième album dans cette collection, qui est cette fois à partir du ballet de Casse-Noisette. J'ai beaucoup aimé cette expérience de travailler avec Nathan et l'Opéra de Paris, parce que pour illustrer ces albums-là, je dois énormément m'inspirer du ballet et des chorégraphies, en l'occurrence de Rudolf Nureyev pour les deux ballets que j'ai illustrés. Et ça m'a permis vraiment d'aller plus loin dans la recherche des attitudes de personnages. Moi, ça faisait 10 ans que je me faisais énormément plaisir à illustrer et surtout à créer les décors, les ambiances colorées, de lumière, donc plutôt l'arrière-plan. Et je dois avouer que les positions des personnages, c'était quelque chose qui me demandait plus de travail, qui était moins naturel chez moi. C'était un peu ma faiblesse. J'adore les décors, mais les personnages, c'était plus compliqué. Et du coup, de travailler comme ça avec l'Opéra de Paris sur des albums où, cette fois, les corps, les positions, la position de chaque membre, les expressions sont très, très importantes. Ça m'a permis d'aller plus loin dans ce sens-là et d'explorer, d'être plus exigeante sur les personnages. Pour ces albums, je devais m'inspirer donc de la chorégraphie de Nureyev. Et j'ai regardé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois les ballets sur écran, et de faire des croquis et des dessins à partir des danseurs, c'était vraiment passionnant. Donc c'est une collaboration qui m'a beaucoup apporté et qui a un peu fait évoluer mon travail depuis Le Lac des Cygnes et en prolongation avec Casse-Noisette. Actuellement, il y a ce livre-là, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu passer, Massamba, le marchand de Tour Eiffel, qui était sélectionné au prix des Incorruptibles et qui a d'ailleurs été sélectionné à de nombreux prix littéraires. Je crois qu'on a eu 7 ou 8 l'an dernier. Donc il y a beaucoup de classes qui l'ont étudié. J'ai rencontré beaucoup de jeunes lecteurs pour parler de ce livre-là. C'est un livre qui me tient beaucoup à cœur. C'est le troisième que j'ai illustré à partir d'un texte de Béatrice Fontanelle. Le tout premier mon album La Chose. Ensuite, il y a eu Je suis la Méduse, aux éditions Les Fourmis Rouges. Et là, donc, ce dernier, Massamba, aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai passé beaucoup de temps à le faire et à l'illustrer. Encore une fois, c'est de la peinture et de l'aquarelle. L'histoire de Béatrice Fontanelle était très touchante, très bien écrite, sans pathos, mais avec justesse.
la poésie dans le quotidien et cette façon de voir la réalité en face tout en lui insufflant une vision très poétique. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup de montrer des images parce que c'est un peu pixelisé sur mon écran, mais en tout cas, il y a des ambiances très différentes dans ce livre et c'était un bonheur de pouvoir illustrer à nouveau un texte de Béatrice Fontanelle avec ce texte. Je pourrais parler aussi de mes inspirations et de la façon dont mon quotidien et mes voyages influencent beaucoup mon travail. Comme je vous l'ai dit, que j'aimais beaucoup faire les décors, souvent je m'inspire des différents pays que je visite pour pouvoir créer des ambiances différentes d'un album à l'autre. Ce livre-là, qui a bien trouvé son public, et j'en étais ravie, Tanguy à Picot, écrit par Didier Lévy aux éditions Sarbacane, m'a permis de réaliser des illustrations dans une ambiance, une atmosphère d'Amérique du Sud. J'étais partie, j'avais fait un long voyage en Amérique du Sud dans différents pays, Brésil, la Colombie, le Pérou, la Bolivie. Et c'est un voyage où j'ai pris de mon temps parce que je voyageais en bateau, en remontant l'Amazone, en traversant donc cette magnifique forêt. Et le bateau permet de faire des croquis et des carnets de voyage, ce qui n'est pas possible en voiture ou en train. Le paysage défile trop vite. Donc, en bateau, ça m'a permis d'emmagasiner un grand nombre d'images, dessinées, photographiées, puis aussi dans la tête. Et en rentrant de ce voyage-là, j'ai eu envie de faire un livre qui se passe dans une atmosphère similaire. À l'époque, Sarbacane m'avait demandé quelles étaient mes envies. Sarbacane, j'ai beaucoup de chance, c'est un éditeur qui est très à l'écoute des envies aussi des artistes, des illustrateurs, des auteurs. Et il m'avait dit, pour la suite, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir? Quel univers tu as envie d'explorer? Et je leur ai demandé, je leur ai réclamé, est-ce que vous auriez dans le carton une histoire qui se passerait en Amérique du Sud? C'est une région du monde qui me plaît beaucoup, ça me permettrait de pouvoir dessiner par rapport à ce que j'ai vécu là-bas. Ils m'ont répondu qu'ils n'avaient aucune histoire qui se passait en Amérique du Sud et justement, ça leur a fait mouche parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait pas mal d'années qu'ils n'avaient pas reçu d'histoire qui se passait en Amérique du Sud, que ça manquait un peu. Et ils m'ont orienté vers Didier Lévy, un auteur avec qui il travaille très souvent, qui a beaucoup d'imagination et qui aime bien travailler à partir d'un point de départ. Lui, ça ne le dérangeait pas du tout d'être orienté au début, juste un petit point de départ, et ensuite, il laisse partir son imaginaire. Et donc, j'ai dit à Didier Lévy que j'aimais particulièrement dessiner les bateaux, les jungles, les fleuves, les ambiances tropicales. Et juste à partir de ces petites indications-là, il a écrit toute l'histoire de Tanguy à Picot. C'est un véritable cadeau pour un illustrateur parce que tout ce que j'avais envie le plus de dessiner, toutes les ambiances que j'avais envie d'explorer, elles étaient possibles et même encouragées par le texte. Et en même temps, le texte, il apporte toujours quelque chose auquel on ne s'attend pas et qui va nous stimuler dans nos dessins. Et donc, c'est un va-et-vient comme ça avec l'auteur qui s'est fait pour ce projet-là qui était vraiment enrichissant. Alors, je parle de celui-là parce que c'est un peu exceptionnel. Normalement, ce n'est pas l'illustrateur qui va dire à l'auteur, s'il te plaît, raconte-moi ce genre d'histoire. En général, c'est plutôt l'auteur qui a écrit son texte, qui a mis tout son talent et tout son cœur, qui, quand il est satisfait de son texte, va l'envoyer à l'éditeur, et l'éditeur pense à nous à partir de l'histoire. C'est plutôt comme ça que ça se fait. Et j'en suis d'ailleurs ravie, parce qu'on a des surprises assez régulières en tant qu'illustrateur. On reçoit par mail des histoires qui viennent de différents auteurs, de différents styles. Et c'est à nous, en lisant ce texte, de savoir s'il est fait pour nous ou pas. Il m'arrive de recevoir des textes qui, objectivement, sont des bonnes histoires, bien écrites, mais qui, personnellement, moi, ne me touchent pas suffisamment, pas assez personnellement pour que je sois emballée pour l'illustrer. Illustrer un livre, ça prend plusieurs mois, donc il faut être vraiment emballé à 300%. Donc, si le texte ne me touche pas suffisamment, j'ai tout intérêt, pour moi, pour l'éditeur, pour l'auteur,
à dire non merci, parce que si le texte ne touche pas, on n'arrivera pas à faire des images puissantes, on n'arrivera pas à avoir l'imagination suffisante pour tenir sur un livre entier. Alors qu'il y a énormément d'histoires que je reçois, quand je les lis, elles me plaisent énormément. Tout de suite, je le sens parce que ça me fait travailler. Je suis plus du tout concentrée sur ce que je faisais avant, ce que je dois faire après. Je suis vraiment dans l'histoire, j'ai l'impression de la vivre, j'ai les images qui naissent. Et à partir de ce moment-là, on sait que l'illustration, ça va marcher, que ça sera un vrai plaisir. Donc, vaut mieux privilégier ces coups de cœur sur les histoires. Et toutes celles que j'ai illustrées, c'était vraiment des coups de cœur aussi variés qu'elles soient, quel que soit le public. Et à chaque fois, si je les fais, c'est vraiment parce qu'elles me plaisaient, et que plus je les lisais, plus elles me plaisaient, et que je ne me suis pas essoufflée au cours de l'histoire. Je suis très bavarde, j'espère que vous m'entendez bien et, et que vous arrivez à suivre. J'espère que le son a une meilleure qualité que l'image pour vous. J'ai parlé des 2 livres avec Béatrice Fontanelle, ça me donne quand même envie de vous présenter un autre livre que j'ai fait avec elle, Entre la chose et ma samba, qui est un véritable plaisir à illustrer. Ça s'appelle Je suis la méduse, aux éditions Les Fourmis Rouges. Je suis la méduse, c'était un exercice très particulier pour un illustrateur parce qu'une partie de l'histoire se passe sous l'eau et c'est très différent de dessiner une atmosphère sous l'eau par rapport à la terre ferme. Sous l'eau, on n'a plus de perspective, en tout cas la perspective n'est pas la même, les effets de profondeur sont différents, on n'a plus d'apesanteur, plus d'ombre, la lumière se diffuse de façon complètement différente. Et c'est notamment ce qui m'a plu dans ce texte, en plus de sa grande qualité littéraire. Comme toujours chez Béatrice Fontanelle, quand on lit ses textes à voix haute, il y a une vraie sonorité agréable à entendre. Je suis sûre que même quelqu'un qui ne parlerait pas le français arriverait à entendre la beauté de ce texte. Donc ça, c'est un point fort de Béatrice Fontanelle. Une histoire touchante, courte et qui fonctionne bien. C'est vraiment pas facile d'écrire une histoire courte qui fonctionne bien. Tout le monde n'y arrive pas. Elle y arrive très bien. Donc en plus de l'attrait que j'ai eu pour cette histoire, il y avait aussi cette espèce de défi de faire des illustrations sous l'eau. J'ai complètement changé de technique pour ce livre-là. Je me suis inventé une propre technique mixte faite d'une petite cuisine un peu compliquée qui m'a permis de rendre les effets que je voulais pour représenter cette apesanteur. La lumière sous l'eau. Il faut dire que j'adore nager. J'ai grandi au bord d'un lac et du coup le milieu aquatique ne m'est pas complètement étranger. Et j'aimais énormément petite mettre le masque et regarder vers le ciel depuis l'eau, voir comment la lumière se diffuse. Donc c'était vraiment plaisant de pouvoir mettre ça sur papier. Je vous dis que j'ai inventé une technique particulière pour ce livre-là parce que contrairement aux autres, on a vraiment la peinture qui est telle qu'elle que l'illustration, sans aucune retouche, qui est photographiée puis imprimée telle qu'elle dans le livre. Je suis la méduse, c'est un collage, assemblage de plein d'originaux différents. J'ai fait des séries de fonds sous-marins, pré-jetés à l'aquarelle. J'ai fait des séries de planches de poissons, de planches d'algues, de planches de méduses, des pages et des pages pour sélectionner ensuite celles que je découpais et que je remettais sur le fond aquarellé. Il y a aussi des dessins au stylo qui, dans mon esprit, imitaient les gravures anciennes des naturalistes qui, il y a 2, 3, 4 siècles, exploraient la nature et la retranscrivaient avec des gravures sur des ouvrages magnifiques. Et du coup, je me suis un peu inspirée de cet esprit gravure ancienne aussi pour représenter les éléments sous-marins à la ligne très fine qui vient s'ajouter par-dessus la peinture. Je ne vais pas vous le montrer parce que je ne pense pas que la qualité est suffisante pour que vous puissiez voir le dessin à la ligne, mais voilà, c'est une superposition de différentes techniques, aquarelle, encre, gouache, stylo, qui m'ont permis de rendre ce visuel assez particulier de cet album-là par rapport aux autres. En plus de cette dizaine d'années passées à faire des livres, j'ai aussi beaucoup rencontré d'enfants dans des écoles et de salons du livre
comme c'est le cas de la plupart des illustrateurs et des auteurs jeunesse en France. C'est un aspect du métier que je n'avais pas du tout anticipé quand j'étudiais le dessin. Je n'avais pas du tout conscience de toute ce réseau de libraires, de médiathèques, de salons du livre qui sont là pour défendre nos livres et qui sont là aussi pour nous faire rencontrer notre public. Et au début, j'étais un peu déstabilisée par ces rencontres avec les jeunes lecteurs parce que j'avais pas spécialement eu de formation pour rencontrer des classes ni parler en public. Donc au début, c'était quelque chose d'un peu déstabilisant pour moi. Et puis au fil des années, maintenant, c'est vraiment une partie intégrante de mon travail qui me plaît énormément. Ça me semble maintenant impossible de continuer à faire des livres sans jamais rencontrer les lecteurs. La manière dont les enfants regardent mes images, la manière dont ils les commentent, la manière dont ils réagissent à la lecture d'un texte, déjà me motive énormément et me permet de mieux projeter quelles sont les histoires que j'ai vraiment envie de faire et de mieux imaginer quelle sera leur réception à partir d'un livre. Pour vous donner un détail plus précis, à force de faire des illustrations, je commençais à me dire que j'étais un peu folle d'ajouter tous ces détails parce que moi j'ai tendance à vraiment charger en détails, en décor, en arrière-plan le plus fourni possible. Et au bout d'un moment, je me disais, mais je suis folle, il faudrait que j'arrive à épurer, il faudrait que j'arrive à lever le pied sur tous ces détails. Et en rencontrant les enfants et en voyant à quel point même le tout petit détail que j'ai fait pour me faire plaisir, parce que dans ma tête, je m'étais créé une histoire, même ce petit détail-là, ils le remarquent, ils l'apprécient, et il se crée toute une histoire à partir de cette petite chose qui n'est pas dans le texte, mais qui est un clin d'œil en arrière-plan. Et cette invitation à partir dans différentes directions, à imaginer différentes histoires qui sont autour de la grande histoire, à pouvoir s'évader en regardant l'image en long, en large. Finalement, c'est les encourager à prendre leur temps, à contempler. Et du coup, ce que je pensais être un défaut de ne pas réussir à épurer, finalement, je me décomplexe. Et je ne me prive plus maintenant. Et ça, par exemple, c'est grâce aux rencontres scolaires que j'ai pris cette direction-là. Donc voilà, je voulais quand même parler de cette partie-là de mon travail d'illustrateur qui est vraiment aussi importante pour moi. J'espère ne pas avoir été trop bavarde. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, et si vous m'entendez bien. Peut-être qu'on peut passer aux questions, ou alors je ne sais pas. J'espère que je ne me suis pas déconnectée. J'espère que ça fonctionne bien. Je n'ai pas de retour en face. Si. On vous entendait parfaitement, on a tout suivi, c'était très intéressant. D'accord, vous me rassurez, parce que c'est vrai que comme j'avais vécu le retour image de moi-même et qu'au bout d'un moment, je me disais, est-ce que je ne suis pas toute seule dans mon salon en train de raconter ma vie? Non, vous me rassurez. Si vous voulez, on peut essayer, parce que je suis la méduse, je l'ai avec moi ici. Si vous voulez, je peux essayer de montrer pour voir si peut-être l'image est de meilleure qualité de notre côté. Avec plaisir. Et, si vous voulez commenter, du coup, est-ce que c'est mieux? Voilà, là par contre, au niveau des... Je sais pas. Est-ce que c'est mieux? En tout cas, mais votre image est moins pixelisée. Ensuite, bon, c'est pas l'idéal pour voir l'image dans le détail, mais voilà. Peut-être que je peux commenter pendant que vous... Alors, dites-moi. Vous voulez quelle double page? Alors, vous pouvez décider parce que c'est la même technique pour tout ce qui est à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, donc le fond, c'est de l'aquarelle. J'ai remarqué à l'aquarelle que c'était très beau lorsqu'elle était agrandie. Parce que l'aquarelle, elle offre des effets de diffusion des couleurs, des effets de dégradés, de pigments qui vont s'agglutiner à certains endroits et aller à d'autres. Et donc, ces effets-là d'aquarelle sont encore plus magnifiés quand ils sont agrandis. Donc, les fonds que vous voyez, par exemple celui-là et les 2 pages précédentes, c'est des fonds à l'aquarelle qui sont plus petits que le format du livre et qui sont agrandis. Alors que la méduse, les poissons,
tous les dessins qui vont dessus, je ne les ai pas agrandis, au contraire, je les ai rétrécis. Ça permettait de gagner en précision, en détail, en finesse. Donc ça, c'est grâce à l'ordinateur et en recomposant différents éléments qui étaient faits à part que j'ai pu expérimenter cette technique-là. Que je n'ai faite que pour la méduse. Je ne pense pas que je recommencerai parce que c'était très long à faire, mais c'était vraiment une technique sur mesure par rapport à ce milieu sous-marin que j'avais vraiment envie d'explorer. Alors que les images à partir de maintenant que vous montrez, là, ce sont des images qui sont sur Terre. Je suis revenue à la technique que j'ai l'habitude d'utiliser, où c'est des peintures telles quelles, qui sont peintes à la gouache et à l'aquarelle, et qui sont directement au format du livre. Donc quand on revient sur Terre, je reviens à la même technique. Alors c'est pas quelque chose qui saute aux yeux, c'est pas le but. Moi je veux pas que les enfants se disent tiens c'est bizarre, là elle a fait comme ci, là elle a fait comme ça. Non, non. Mais comme vous êtes là, j'en profite pour rentrer un peu dans le détail des techniques et pour vous montrer que parfois la technique, elle peut aussi servir la narration. Elle peut même énormément la servir parce que si je fais des atmosphères lumineuses de telle ou telle manière, c'est pas pour faire joli, c'est pour accompagner vraiment l'histoire. Dans tous mes livres, je vais choisir la météo, l'axe de la lumière, l'axe des ombres, les contrastes, pas pour faire joli, mais pour la lisibilité et pour surtout coller à la narration et à l'émotion des personnages. Voilà. Merci. Justement, par rapport à l'utilisation des techniques, on se demandait par rapport à votre utilisation des couleurs, parce que vous êtes une illustratrice qui utilise la couleur de façon assez forte, enfin, c'est très très présent. Et on se demandait si, enfin voilà, pourquoi est-ce que vous utilisez comme ça, si c'est juste un goût ou si ça a un sens particulier. Alors déjà, depuis toute petite, quand j'imaginais un dessin, quand j'avais une envie de dessiner quelque chose, ce que je voyais dans ma tête, c'est surtout une image colorée, plus que le contour à la ligne claire. Moi, l'image que j'ai en tête, en général, c'est reproduire une ambiance de couleur. Quand j'étais adolescente, j'ai un peu hésité. J'aimais dessiner, mais j'hésitais entre les métiers de bande dessinée, de dessin animé ou d'illustration. Je lisais beaucoup de bande dessinée, c'était un média qui m'intéressait énormément. Et c'est en commençant mes études de dessin que je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais par-dessus tout faire, c'est des grandes images, le décor, la lumière. Et en bande dessinée, on est plus contraint dans des cases, il y a plusieurs images par page. Et on est un peu plus axé en général. Il n'y a pas de généralité à faire non plus, mais en général, on est plus centré sur les personnages et leur attitude. C'est eux qui vont mimer la narration, c'est beaucoup basé là-dessus. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers l'illustration, parce que moi, j'avais cette volonté d'étendre l'image à toute la page pour pouvoir au maximum faire un décor. Le but du décor, c'est qu'on ait vraiment la sensation de pouvoir rentrer dedans. Et la couleur est essentielle pour ça. Au début, donc, Sarbacane, ils sont un peu psychologues aussi, ils voient très bien quel genre de dessinateur on est. Et ils ont remarqué que moi, l'étape que j'attendais le plus avec impatience, c'est le passage à la peinture. C'est vraiment le média qui me plaît le plus. Le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir trop rapidement envie de faire une image à la peinture. Ce qui va déterminer la lecture d'un livre, c'est aussi son découpage, la manière dont on a choisi les cadrages les uns après les autres. Donc ça, c'est tout un travail en amont, le travail du chemin de fer. Choisir quel cadrage sera telle page, choisir à quel moment on a coupé le texte pour lui donner un rythme. Donc ça, c'est une étape très importante. Et si elle est ratée, on aura beau faire les couleurs les plus merveilleuses du monde, le livre ne marchera pas. Donc Sarbacane m'a forcé à passer plusieurs semaines uniquement sur des croquis, sur le découpage du texte, sur chercher différents cadrages, avant de passer à la couleur. Donc je remercie vraiment les éditeurs qui m'ont fait comprendre que même s'il y a une étape qu'on préfère par rapport à toutes les autres, il faut vraiment travailler en amont pour qu'ensuite on se fasse réellement plaisir sur la couleur, sur une image qui est bien composée et qui colle bien à l'ambiance du texte. Donc voilà, j'aime peindre, mais tout le reste est important aussi. Donc oui, l'utilisation du grand format, ça s'applique pour vous. Les petits formats, ça paraît difficile quand même par rapport à votre
façon d'envisager l'illustration. Voilà. Ou je me trompe. On a remarqué aussi un goût pour le motif tissu africain. Les motifs reviennent souvent. Les gardes, j'ai vu que vous avez travaillé beaucoup les gardes avec ces motifs-là. C'était une demande, enfin c'est vous qui l'avez proposé à l'éditeur ou c'est l'éditeur qui Alors, vous propose... Voilà. Les pages de garde, c'est en général la dernière image qu'on fait parce que c'est quand on a fini tout le livre qu'on est satisfait de toutes les illustrations. S'il nous reste du temps, on a cette chance de pouvoir faire des pages de garde. Pour moi, c'est vraiment l'illustration de plaisir. Je trouve ça très agréable à partir d'un univers d'imaginer quel motif va pouvoir retranscrire encore plus l'ambiance jusque dans ces pages qui sont qu'on pourrait trouver inutiles, qui sont en dehors de l'histoire, qui sont en dehors du temps. Et donc, j'essaie toujours de finir mon livre à temps, de ne pas dépasser les délais pour pouvoir avoir ce luxe-là de m'amuser à faire des motifs. Je trouve que le motif, c'est une recherche à la fois sur la forme, sur la couleur et parfois même sur l'abstraction qui est vraiment intéressante. C'est tout à fait différent de l'illustration où on doit avoir les personnages qui sont en train de faire une action. On n'est plus dans l'illustration narrative, on est dans l'illustration purement décorative, tout en ayant quand même un lien avec l'histoire, parce qu'il faut rester dans l'univers. Oui, j'adore faire les motifs. D'ailleurs, je pense que j'aurais aimé faire des motifs pour les textiles et tout. J'aime bien regarder ça. Vous parliez d'un livre qui était en Afrique, Le Lance-Pierre de Porto Novo. J'ai fait ce livre après un voyage, enfin plusieurs voyages au Bénin. Le Bénin, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest où, pour la petite anecdote, il y a le plus grand marché à ciel ouvert de toute l'Afrique de l'Ouest. Et ce marché, dans Tokpa, il y a la plus grande zone de vendeuses de tissus. Alors des tissus qui viennent d'un peu partout dans le monde, des tissus tels qu'on peut se les imaginer, des tissus wax avec des motifs très colorés, mais aussi des tissus traditionnels africains, celui qu'on appelle le Côte d'Ivoire, qui sont des tissus en seulement 2 couleurs, qui sont merveilleux aussi. Je me perdais dans ce marché, je disparaissais dedans, je ne réapparaissais pas avant plusieurs heures. Et voir tous ces motifs, parfois figuratifs, parfois abstraits, j'adore ça, ça me laisse plein de couleurs dans la tête. Et sans parler de la ville où tous les habitants sont habillés sur mesure avec ces merveilleux tissus. En revenant du Bénin, j'avais qu'une seule envie, c'est de faire un livre qui se passe là-bas. Donc je me suis débrouillée pour trouver l'auteur et pouvoir dessiner tout ça. Donc je me suis pas privée. En tout cas, oui, c'est magnifique. Et moi, je me suis demandé s'il y avait aussi un message caché, parce que dans les tissus africains, il y a aussi des histoires qui sont racontées avec le wax, etc. Et je me suis demandé s'il y avait des clins d'œil ou des choses, des messages un peu cachés. Mais peut-être je suis allée chercher trop. C'est juste. Il y a tout un langage, surtout entre les femmes, selon le motif qu'elles portent de wax. Il y a certains motifs qui sont pour dire que elles gardent à l'œil, il y a certains motifs pour dire qu'elles sont déjà mariées, qu'elles sont comblées et qu'il n'y a plus rien à venir chercher. D'autres motifs qui disent au contraire qu'elles cherchent des rencontres. Pour le lance-pierre de Porto Novo, alors il y a certains motifs qui sont des motifs qu'on peut trouver, qui sont des motifs existants qu'on peut trouver sur les marchés. Le seul lien, c'est que ce sont des oiseaux. Et comme le texte Lance-Pierre Porto Novo parle des oiseaux, donc j'en ai profité pour choisir cela. Et un lance-pierre quand même. Et un lance-pierre. Alors ça, c'est pas un motif qu'on peut trouver. J'ai cherché beaucoup dans les marchés justement s'il existait déjà un motif reprenant le motif du lance-pierre. Et il n'y en avait pas, mais du coup, c'était une invitation pour moi à créer ce motif-là. Alors, il y a des Béninois sur place en voyant le livre qui m'ont dit qu'il fallait absolument l'imprimer parce qu'eux, ils ont envie de porter ça. Donc, peut-être un jour, j'imprimerai le motif sur du tissu. Ça pourrait être sympa d'avoir un complet avec ce motif-là. Et du coup, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, du coup, pour ce livre particulièrement, d'en discuter avec les enfants. En termes de création, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez proposer en atelier?
de travailler sur le motif ou Je de me fais les plonger dans cette ambiance En fait, souvent quand on est invité, c'est autour d'un livre ou d'un univers et que ce soit en bibliothèque, en salon du livre ou autre, je crée des ateliers qui sont toujours en lien avec le livre. Et l'atelier qui est en lien avec le lance-pierre de Porto Novo, c'est justement de créer un motif à partir de silhouettes d'oiseaux et d'encre colorée. Et les enfants sont très très doués pour ça. Je leur explique le système de la répétition qu'ils arrivent très bien à intégrer. Et ensuite, quand ils sont libres sur la couleur, ça rend des choses très très belles. J'ai souvent envie de pouvoir m'acheter un t-shirt avec les dessins des enfants parce que ça rend très bien. Ah, c'est une idée ça. On retient. Et tout à l'heure, vous parliez des différents projets qu'on vous propose. Vous êtes une toute jeune illustratrice, vous avez parlé de votre tout premier projet. Et je me demandais comment ça s'était passé, parce qu'a priori, Sarbacane, n'avait pas de raison de vous connaître particulièrement, peut-être que si, mais voilà. Et puis directement, on vous propose d'illustrer le texte de quelqu'un de confirmé. Alors, comment ça s'est passé, cette toute première... Alors, comme je l'ai déjà dit, pendant que j'étais étudiante dans cette école de dessin, j'étais pas très rassurée. J'avais un peu peur de pas trouver tout de suite du travail et de passer des années difficiles à hésiter entre persévérer ou arrêter. C'est vraiment quelque chose qui m'angoissait. Du coup, à la fin, juste la dernière année, alors que je passais mon diplôme, j'avais contacté énormément d'éditeurs à Paris. J'avais contacté par mail, téléphone, pour prendre des rendez-vous à Paris. La semaine qui suivait mon diplôme, donc mi-juin, avec 3 autres amis de ma promotion, on a fait comme ça la tournée des éditeurs. Sarbacane, c'est le premier éditeur qu'on avait vu. Et Emmanuelle Deulc, l'une des 2 éditrices, quand elle a regardé mes peintures et mes images, elle a dit à voix haute, ça lui a échappé comme si elle parlait à elle-même, elle a dit « Ah, c'est drôle, ça irait bien avec le texte qu'on a reçu ce matin ». Le matin même, elle avait reçu ce texte de Béatrice Fontanelle, La Chose. Comme il venait de le recevoir, il n'avait pas encore, ça met du temps d'habitude de trouver l'illustrateur adéquat et il n'avait pas encore proposé à un dessinateur de s'emparer du texte, donc il était encore libre. Et par la suite, je me suis félicitée de nombreuses fois d'être arrivée pile poil ce jour-là parce que une fois qu'elle avait dit ça, moi j'étais curieuse, je lui ai dit « Ah, j'aimerais le lire, est-ce que vous pourriez me l'envoyer ?» Donc, elle a un peu calmé, elle a dit oui, on va réfléchir. Et puis, en fait, dans l'après-midi, elle m'a envoyé le texte. Dès que je l'ai lu, j'ai été emballée et super heureuse de pouvoir démarrer avec ce projet-là. Donc, moi qui m'étais un peu auto-persuadée qu'il fallait que j'accepte de commencer par des travaux moins enthousiasmants, là, c'était l'explosion de bonheur. Donc, ça a pu faire ce tout premier livre. J'ai pu signer ce tout premier contrat. Et en parallèle, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne l'ai pas avec moi, un autre livre qui s'appelle Rikimini, qui est très différent de tous mes autres livres. Alors, on le connaît, mais je ne l'ai pas emmené aujourd'hui avec lui. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un livre qui est écrit par Marie-Sabine Roger, donc encore une fois, une autrice très talentueuse, très reconnue déjà. C'est un livre qui est publié chez Casterman. Et lui, il s'est initié en parallèle de cet autre premier livre, mais il est sorti plus tard parce qu'il a fallu plus de temps. En fait, il se trouve que la couverture de ce livre-là, c'était une couverture que j'avais dessinée pendant mes études de dessin. J'avais fait cette illustration-là pour le plaisir, sans réfléchir ni à une histoire, ni à rien d'autre. C'était vraiment une image plaisir par rapport à une idée qui m'était passée par la tête. Et j'avais mis cette image-là en ligne sur mon blog. À l'époque, c'est comme ça que les illustrateurs présentaient leur travail. On avait des blogs. Alors maintenant, ça passe plus par Instagram ou d'autres choses. Et les éditeurs sont très curieux de voir ce que font les étudiants, ce que font les jeunes. Ils ont aussi toute une partie de leur travail qui consiste comme ça à voir les artistes émerger, à regarder ce qui se passe à gauche à droite. Et l'éditrice principale de Casterman était tombée sur cette image-là, qui lui avait plu, et elle avait voulu en faire un album. Et alors, elle m'avait contactée alors que j'étais étudiante, et moi, j'étais bien embêtée parce que je n'avais absolument aucune histoire à lui proposer. J'ai jamais écrit moi-même des histoires, et
et je n'ai pas spécialement l'intention de le faire parce que j'aime tellement la collaboration avec des auteurs, j'aime tellement le plaisir de découvrir une nouvelle histoire que je préfère travailler à deux. Donc, je n'avais pas écrit d'histoire qui allait avec ce dessin. Et l'éditrice ne s'est pas démontée. Elle m'a dit je peux l'envoyer à une autrice qu'on aime énormément, Marie-Sabine Roger, et peut-être en voyant cette image-là, elle aura l'imagination pour une histoire. Donc, elle avait reçu l'image de couverture qui a été la couverture à la fin, et elle a écrit une merveilleuse histoire en utilisant chaque petit élément que j'avais dessiné. Et c'est tellement bien fait qu'on a jamais on peut imaginer que ça a été fait dans ce sens-là. Oui, c'est rarissime que ça se passe dans ce sens-là quand même. C'est très rare, ouais. Encore une fois, c'était un très beau cadeau, donc j'ai vraiment eu beaucoup. Vous êtes une chanceuse en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'avais envie de vous reparler de ce livre-là, Massamba, le marchand de Tour Eiffel. Parce que je trouve quand même que ça, je suppose que on vous a proposé le texte de Béatrice Fontanelle, c'est quand même un sujet très actuel, très social, très fort. Je voudrais savoir un peu comment vous avez pu vous approprier ça, parce que c'est un peu, ça peut être délicat quand même. Alors, je pense que ça va un peu vous étonner, mais ce texte, elle l'a écrit déjà il y a longtemps. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle avait écrit ce texte-là. À une époque où on ne parlait pas beaucoup de la traversée de la Méditerranée, le premier grand drame qui avait eu beaucoup de résonance dans les médias, ça date de 2011. Elle l'avait déjà écrit avant. Et elle l'avait proposé à des éditeurs à cette époque-là. Comme c'était un sujet dont on parlait peu, qui est quand même délicat pour les enfants, les éditeurs à l'époque n'ont pas accroché, n'ont pas voulu le faire. Et du coup, moi, à cette époque-là, je connaissais Béatrice Fontanelle parce que je faisais mon premier livre avec elle, et elle en avait parlé, qu'elle écrivait quelque chose sur un marchand de Tour Eiffel. Et au fur et à mesure du temps, je m'attendais à voir ce livre sortir. Je voyais les sorties de Béatrice, je voyais les nouveautés, et je ne voyais pas apparaître d'un petit marchand de Tour Eiffel. Et du coup, pas mal de temps plus tard, alors qu'on était en pleine promotion de Je suis la Méduse, on faisait un salon à La Rochelle à toutes les deux, et je lui ai dit, mais tu n'avais pas écrit une histoire sur un marchand de Tour Eiffel, je guette sa sortie, mais je ne le trouve pas. Et elle me dit, ah ben dis donc, c'est dingue que tu m'en parles, ça fait des années que je le propose à des éditeurs, mais il y a toujours un peu une crainte, ils ne sont pas sûrs, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. Et je lui ai demandé de me l'envoyer parce que je voulais vraiment le découvrir depuis toutes ces années que j'en entendais parler. Il faut dire aussi que j'étais dans une période où je passais énormément de temps en Afrique. Entre 2015 et 2019, je passais à chaque fois une partie de l'année en Afrique de l'Ouest. Donc, je faisais pas mal d'allers-retours par-dessus la Méditerranée. Et c'est sûr que quand on prend l'avion, tranquillement installé dans son fauteuil, on a toujours une pensée pour ceux qui sont plusieurs dizaines de kilomètres plus bas et qui font un trajet qui est tellement laborieux pendant que pour nous, on peut avoir facilement les visas. Moi, les amis que je me faisais dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, ils m'ont fait comprendre, enfin, ils m'ont fait réaliser qu'ils n'ont même pas la possibilité d'être touristes. Eux, ils n'ont pas forcément envie de s'installer en France, mais juste de voir d'autres pays. Moi qui aime tellement ça, traverser les frontières et visiter différents pays, différentes cultures, d'imaginer ces pays-là où même pour un visa touristique, c'est tellement compliqué. Donc c'était quand même un sujet qui faisait aussi partie de mon quotidien de par mes voyages et mes allers-retours. Donc quand elle m'a envoyé l'histoire, elle m'a énormément touchée, elle m'a énormément plu, et j'ai encouragé Béatrice à réinsister auprès des éditeurs. Et je pense qu'il y a aussi une histoire de contexte. L'année où il est sorti, c'est une année où on ne pouvait pas ne pas en parler. Où les enfants, dans tous les cas, qu'on veuille les protéger ou pas, ils en entendent parler à la télé, ils voient les choses, ils voient les unes des journaux, et plutôt que de les laisser avec un discours qui n'est pas forcément adapté pour eux, ou avec des visions comme ça sans comprendre réellement, il valait mieux créer une fiction qui puisse s'adresser à eux, qui puisse, sans tabou, mais sans pathos,
sans cruauté, parce que c'est pas du tout, à cet âge-là, le but n'est pas du tout de leur montrer une vérité crue et insoutenable. Ils n'ont pas encore, d'action sur le monde, donc leur balancer des vérités trop crues n'aurait absolument aucun intérêt à mon sens. Par contre, le texte de Béatrice, qui est plein d'humanité, plein d'échanges entre les différents personnages, plein d'espoir, là pour moi c'est un message qui est à hauteur d'enfant et qui est très pertinent. Et donc je pense qu'il y a voilà, toute cette histoire de contexte qui a fait que les éditeurs à ce moment-là étaient prêts pour cette histoire, alors que c'était ni peut-être le public, ni peut-être les éditeurs n'étaient prêts plus tôt. Il y a eu une coïncidence assez incroyable parce qu'il y a eu l'acte de Mamadou Gassama qui a sauvé cet enfant, qui lui a permis d'avoir un visa. Alors tout le monde pense que Béatrice Fontanelle s'est inspirée de cet escaladeur qui a su grimper si vite l'immeuble pour sauver l'enfant. Tout le monde a cru qu'on s'était inspiré de ce fait divers pour faire l'histoire, alors que non, l'histoire avait été écrite depuis 10 ans. Mais voilà, s'il est sorti cette année-là, c'est qu'il devait sortir cette année-là et que c'était le bon moment. Mais c'est en tout cas une très grande réussite, c'est vraiment très touchant, magnifique, et ça fait réfléchir, c'est parfait pour les enfants et pour les adultes aussi, parce que je trouve qu'il est aussi tout aussi intéressant pour nous les adultes. Je pense qu'il est apparemment temps de conclure. On est bavard. C'était très intéressant, merci beaucoup. On va se retrouver bientôt, pas tout à fait bientôt, mais bientôt, pour Moum à la page 2022, si ce satané virus nous laisse tranquille, j'espère. Ouais, l'espoir, et puis je suis vraiment enthousiaste à l'idée de venir dans votre région, j'aime beaucoup cette région, j'étais heureuse d'être invitée, donc c'est que partir de mise et l'an prochain je suis là. Ok, donc ça sera du 21 au 25 juin 2022, avec des vrais gens autour de vrais livres. Voilà. Et sinon, en attendant, on propose à tout le monde, tous les mois, au 21 de chaque mois, une petite vidéo où on va présenter les livres de tous les auteurs qui viennent, on va proposer des activités. Alors peut-être que je vais avoir quelques petites idées autour du motif et de la répétition des motifs pour mettre en lien votre travail. Voilà, donc entre le 21 septembre et le 21 juin 2022, chaque mois il y aura une petite émission vidéo, voilà, qu'on fait, nous avec nos petites mains, voilà, pour mettre en valeur le travail et continuer le travail malgré les conditions dans lesquelles on est. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup de vous être rendu disponible aujourd'hui. Et j'espère qu'on pourra se voir en vrai en 2022 avec les nouveaux projets sûrement. Merci beaucoup pour votre invitation et pour toutes ces questions qui m'ont permis de partager ma passion. C'était avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.